faut noter que depuis 1939, où l'idée de la zone franc a émergé avec une entreprise qui a cédé des droits et donné naissance à deux pseudo-banques centrales qui sont en fait des succursales du Trésor de France, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, c'est-à-dire la BCEAO et la BEAC. Autour de 1958, on n'a pas trop changé le mécanisme. C'est resté le mécanisme de l'empire colonial français qui contrôle la politique monétaire des États d'Afrique ayant le CFA en partage. Et les pseudo-concessions qui ont été faites par la jeune française tout au long de ce temps, ça n'a été en fait que la manifestation d'un rapport de force qui a de plus en plus basculé en faveur des États africains qui, en bon droit, revendiquaient leur autonomie monétaire, de gestion monétaire. Parce que quand vous regardez les grandes zones monétaires dans le monde, les grandes zones économiques dans le monde, quand vous regardez par exemple l'Amérique du Nord, le dollar états-unien est battu et contrôlé par les États-Unis. Le dollar canadien est battu et est contrôlé par le Canada. Il y a d'ailleurs tout un pan de l'économie. Il y a une sorte de souveraineté à un certain niveau. Tout à fait. C'est un domaine de souveraineté. C'est un domaine de souveraineté. Il y a tout un pan de l'économie occidentale qui repose sur le paradigme monétaire. Et vous avez l'un des auteurs de proue dans la conception occidentale de l'économie, c'est Milton Friedman. Milton Friedman pose les équilibres, les grands équilibres de l'État, les grands équilibres de l'économie nationale sur la base d'une analyse monétaire. Et quand vous regardez ces analyses, vous voyez que le facteur de souveraineté monétaire est un facteur déterminant. Alors, la question qui se pose dans le cas des économies ayant en partage la zone franc, comment des États peuvent prétendre avoir des politiques d'amélioration de leur compétitivité économique s'ils n'ont pas leur souveraineté monétaire. Parce que la souveraineté monétaire veut dire que l'État contrôle l'émission de la monnaie et en assure la gestion totale. Or, pour le CFA, selon les accords conclus à la veille des indépendances dans les années 58, la gestion de la parité est adossée, est confiée au Trésor de France. Et le Trésor de France, depuis l'an 2000, a confié cette gestion à la Banque centrale européenne. D'ailleurs, d'après des calculs qui ont été faits par des économistes monétaristes occidentaux, le CFA pèse dans chaque euro 0,0015 euros. Pèserait 0,0015 euros. Ça, c'est un calcul qui minimise l'effet de levier des devises africaines au niveau de trésor français, donc ayant un impact au niveau de la Banque centrale européenne, et qui donne simplement la valeur du CFA par rapport à l'euro. En fait, il y a un effet de levier parce que il a été prouvé par des rapports du Sénat français que 47% du budget de la France est le fruit de l'activité des devises est le fait des devises qui sont retenues dans le trésor français. 47%. Alors ça veut dire que si vous avez l'État français avait un budget supérieur à 400 milliards de dollars, à 2000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars, eh bien, si vous avez un État français avec un tel budget, il faudrait donc voir que 47% soit
près d'un trillion de dollars proviennent des 14 pays africains qui sont adossés sur la zone franc. Ouais. C'est, si vous convertissez cela en francs CFA, on est de l'ordre de centaines de milliers de milliards. Des chiffres qui donnent du tournis quand même. Oui, de peut-être 300 000 milliards de francs CFA. Ça devient astronomique. Oui. Parce que quand vous regardez la valeur du PIB camerounais, quand vous regardez la valeur du PIB ivoirien, qui sont les deux grandes économies de la zone CFA, quand vous prenez les deux mastodontes, vous êtes autour de 50 000 milliards, et vous êtes autour de 30 000 milliards de francs CFA. Alors, ça veut dire que lorsque vous ajoutez les autres PIB, alors vous n'êtes même pas encore autour de la valeur réelle de ce que nos réserves produisent. Il y a un gap véritable entre ce que ce trésor produit pour la France et ce que les États africains, eux, reçoivent comme étant les éléments liés aux efforts de stabilisation tels que préconisés dans les accords de 1960. Donc, le non-contrôle, la non-souveraineté monétaire des États d'Afrique pose un réel problème de leur capacité à impulser des politiques monétaires souveraines, mais également pose un réel problème par rapport même à la compétitivité de leurs économies. Et il y a un autre problème, quand je parlais tout à l'heure de ce que les 47% que ça produit, je suis allé sur des suppositions, sur des hypothèses. Mais lorsque vous regardez que ça produit 47% du budget de France, eh bien, vous comprenez que on est dans l'ordre de chiffres astronomiques qui échappent au contrôle des États africains. Comment rentrer en possession de cela? Est-ce par une réforme qui nous maintient dans le système de contrôle de la souveraineté, d'un pan de la souveraineté monétaire par la France, ou bien est-ce par la rupture? Et nous, panafricanistes, vous savez, c'est la rupture totale d'avec l'ancien système. Tout à l'heure, M. Batengele, nous reviendrons largement, bien sûr, sur cette rupture également qui est prônée par les panafricanistes et également ces leaders des sociétés civiles africaines qui, de leur côté, militent pour la création d'une monnaie propre à l'identité africaine. Avec vous, Monsieur Che Elou Lawson, nous avons suivi le colloque, bien sûr, qui s'est tenu du côté de Libreville entre le 17 et le 18 novembre dernier. On va le dire, tous les participants à ce colloque-là ont été unanimes. Il faut une réforme approfondie du français. Alors, pensez-vous réellement, monsieur Che Elou Lawson, de votre regard d'économiste, que réellement les travaux de coopération monétaire avec la France méritent aujourd'hui d'être réformés? Bien évidemment. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous recevons parfaitement, monsieur Che Elou Lawson. Ok, parfait. Je voudrais, d'entrée de jeu, saluer tous les panafricanistes, tous les kémites, et tous les afro-descendants qui suivent votre émission. Ici en Amérique du Nord, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous suit. Donc c'est pour moi le lieu de remercier l'équipe de For You Media, la direction et tous les techniciens pour ce travail formidable qui permet justement d'apporter la bonne information aux Africains et aux afro-descendants et surtout aux panafricanistes. Je pense que la thématique que vous posez aujourd'hui est fondamentale parce que c'est un peu comme c'est le sang qui circule dans les veines de l'économie et donc d'un pays. Donc la question monétaire est absolument fondamentale et je pense que les travaux qui ont abouti à cette décision de réforme sont tout à fait, je dirais, justifiés. Et même au-delà des réformes, il faut peut-être aller plus loin et aller vers une certaine volonté de puissance, de rupture avec, je dirais, la monnaie coloniale que certains appellent la monnaie de singe,
eh ben, qu'une certaine France coloniale a imposé aux États africains francophones. La monnaie, comme le dit Marcel Mauss, c'est un fait social, vous voyez, total. C'est-à-dire que c'est un fait politique, c'est un fait sociologique, c'est un fait anthropologique avant d'être un fait économique. Et donc, c'est un outil de souveraineté. À l'indépendance des pays africains, je crois qu'il y a deux erreurs fondamentales qui ont été commises. La première, c'est de n'avoir pas redéfini les frontières des enclos coloniaux. Vous voyez? Parce que c'est pas ce levier que les colons ont divisé les Africains. Donc, à l'indépendance... Selon les données publiées, le 20... Allez-y, monsieur Cheoulou Lawson. Il fallait réécrire, il fallait en tout cas redessiner ces frontières pour ne pas garder ce lien ombilical, mais qui porte en lui tous les germes, n'est-ce pas, d'affaiblissement, de division, de balkanisation de l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains, les panafricanistes se battent pour une union fédérale de l'Afrique. On aurait dû le faire il y a donc 60 ans. Le deuxième levier sur lequel nous n'avons pas compris et réagi, c'est le fait d'avoir accepté le franc, d'avoir continué le lait colonial du franc CFA, qui est la monnaie est un levier de souveraineté pour un pays indépendant, mais on a été forcé à signer des accords avec la France coloniale de garder cette monnaie coloniale. Je rappelle que au Togo, le pays dont je suis originaire, le président Sylvanus Olympio a refusé en 1962 de signer cet accord monétaire avec l'Union monétaire française. Cela lui a valu il a décidé en novembre 1962 de battre sa propre monnaie, le franc togolais, et de l'arriver à un panier de devises, le Deutschmark en Allemagne, le franc français, mais aussi le dollar et d'autres devises. Et donc, alors 3 mois plus tard, le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Et c'est le premier coup d'État militaire en Afrique qui a vu assassiner un président démocratiquement élu au début des indépendances africaines. Et cela, dès 60 ans plus tard, l'Afrique compte plus de 120 coups d'État. Et nous sommes encore dans cette situation d'instabilité politique, justement, à cause de la question de la souveraineté monétaire. Alors, fondamentalement, c'est un levier de souveraineté, c'est un levier de développement, c'est un levier de bien-être. Et si vous ne contrôlez pas votre monnaie, bien évidemment que vous êtes à la sursis de tous les mots. Revenons sur le franc CFA en lui-même, sa nature, sa fonction et surtout ses objectifs. C'est un levier, disons-le, c'est un levier d'asservissement, de contrôle, d'exploitation de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne. C'est évident. Vous voyez? Et donc, le fait de l'accepter et de continuer par parler même de réforme, c'est une certaine acceptation de la servitude volontaire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, en tout cas, a formé beaucoup d'économistes pour poser clairement le problème et aller dans ce sens, justement, de la souveraineté monétaire. Le franc CFA, comme vous le savez, c'est pratiquement une monnaie nazie que la France a utilisée en copiant réellement, mais de façon assez grossière, la Grande-Bretagne, puisque dès 1840, les Britanniques ont créé ce qu'on appelle les zones d'arrangement monétaire. Et ils ont créé en Jamaïque, ils l'ont créé en Sierra Leone, en Afrique, et par la suite, ça a été étendu au Ghana et à la Gambie. Les Américains ont fait la même chose, et c'est en 1939 que les Français
vont également établir la première zone monétaire en Afrique en s'appuyant sur l'Afrique, l'AOF, hein, et l'Afrique centrale. Et donc, ces zones-là, ou cette banque de l'Afrique de l'AOF, est, je dirais, l'ancêtre, hein, de quand l'esclavage a été aboli. Vous savez comment l'esclavage pendant 400 ans a épuisé l'Afrique en termes de ressources, de bras valides et aussi de sous-sol. Plus de 20 000 Africains ont été transportés. Beaucoup sont morts dans l'océan Atlantique, dans cette commerce triangulaire. Et donc, après cela, quand les Africains, en tout cas au niveau d'Haïti, se sont révoltés pour qu'enfin arrive la fin de l'esclavage, il fallait donc dédommager, n'est-ce pas, ces esclavagistes. Et cette banque-là, on l'a utilisée pour ceux qui avaient des exploitations en Afrique, de pouvoir les dédommager. Donc, l'ancêtre déjà de la BCAO que nous connaissons aujourd'hui, eh ben, vient de cette culture esclavagiste d'exploitation des Africains. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, et vu l'état, je dirais, complètement laminé, hein, de la France qui était par terre, eh ben, les Allemands ont utilisé le même procédé au cours de l'occupation de la France. Et donc, De Gaulle a monté ce scénario-là pour pouvoir garder, s'il devait donner l'indépendance aux pays africains, garder un moyen très efficace de continuer par exploiter, d'avoir accès aux ressources de façon gratuite et à vil prix, et de continuer par exploiter ces pays. C'est pourquoi l'indépendance, le premier acte, comme je l'ai dit, devait être de comment réécrire cet état de souveraineté. Ça n'a pas été fait. Et donc, nous avons gardé alors le franc CFA, et vous allez pu remarquer qu'ils ont créé deux zones, une zone en Afrique de l'Ouest et une zone en Afrique centrale, et les deux zones ne se communiquent même pas. Il n'y a pas d'échange. Parce que quand vous prenez le franc du Cameroun, le franc français du Cameroun, vous arrivez au Togo, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est complètement hallucinant. Et là, les Africains ne peuvent pas l'accepter. Nous allons tout à l'heure revenir aux agrégats économiques, aux fondamentaux macroéconomiques, pour démontrer comment ce franc CFA est à la base du sous-développement et de l'impossibilité pour les Africains de pouvoir s'émanciper, de pouvoir créer une économie compétitive et surtout de pouvoir faire progresser leurs entreprises. Il faut faire remarquer que cette fatalité, d'autres pays ont pris leurs responsabilités. Il y a par exemple le Laos, le Vietnam, en 1954, ont décidé de s'émanciper de cette, je dirais, de la zone monétaire qu'imposait l'Union monétaire française. En 1959, eh bien, les pays du Maghreb également ont décidé de s'émanciper après les accords d'Évian de 1962. L'Algérie, la Tunisie également ont décidé de frapper leur propre monnaie. On l'a vu, si vous voyez leur évolution à travers le temps et l'espace, vous pouvez voir que les pays qui sont restés sous la zone CFA sont en mauvaise posture par rapport justement au Vietnam, au Laos et aux pays du Maghreb. Même au sein de cette zone CFA, il faut remarquer quand même quelques pays, du point de vue historique. Il y a la Guinée de Sékou Touré, qui avait dit non à De Gaulle et qui a frappé sa propre monnaie, le franc guinéen. Bien que les services secrets français ont tout fait pour créer une situation inflationniste pour que cette monnaie tombe, mais aujourd'hui, la Guinée continue toujours pas à avoir le franc guinéen. Et les Guinéens ne sont pas morts, vous voyez. Si vous voyez le cas du Mali, eh bien, le Mali avait signé cet accord en 1962, mais le Parlement mali avait refusé de pouvoir signer justement
cet accord, ça a fait que le Mali était obligé de ressortir et a frappé sa propre monnaie. C'est en 1984 que le Mali est revenu au franc CFA. Alors, nous avons mis tous ces éléments en perspective pour voir que c'est pas une fatalité. Tous ceux qui évoquent un certain nombre d'arguments pour parler de la stabilité de la zone, de la compétitivité des économies du franc CFA, tous ces éléments-là, c'est la poudre aux yeux d'une certaine manière. Et il faut remarquer que aujourd'hui, quand vous prenez les pays africains, les 10 pays dont les économies s'en sortent plus ou moins, on dirait les 10 premiers pays les plus riches, et bien aucun pays de la zone CFA ne fait partie de ces 10 pays. Alors donc, alors que la plupart des pays de la zone CFA sont ce qu'on appelle font partie du groupe des pays du PPTE, les pays les plus pauvres, très avancés. Voyez. Et donc voilà la situation du point de vue, je dirais, historique dans la zone CFA. Et nous allons revenir tout à l'heure sur l'analyse des économies, l'effet que ce franc a sur l'économie réelle et les agrégats économiques, et pour démontrer comment, à la fin de la journée, eh bien, ce que propose 75 ans plus tard le président Macron avec le président de la Côte d'Ivoire n'est que de la poudre aux yeux, c'est que du maquillage en réalité, et ça n'a rien de fondamental en termes de structuration de la monnaie, c'est de la cosmétique. C'est comme si au départ c'était le franc CFA, c'était le franc des colonies françaises, et on l'a transformé, on a juste transformé le nom, et aujourd'hui on le transforme encore en éco, et on veut tromper les Africains avec ça. Donc il va falloir descendre en granularité sur les fondamentaux économiques que nous allons analyser tout à l'heure, pour démontrer comment les Africains doivent se retrousser les manches, mettre en commun les richesses de leur sous-sol, donc l'or qui est, je dirais, la base fondamentale de la monnaie, et pouvoir eux-mêmes créer leur propre monnaie dans une union monétaire à l'échelle africaine, pour pouvoir soutenir leur économie et créer les conditions de croissance et de développement de leur économie. Monsieur Chez Lawson, pour cette approche historique, ce décor que vous avez d'ailleurs planté concernant le franc CFA, notamment cette monnaie que vous avez d'ailleurs qualifiée d'un levier d'asservissement et de contrôle. Alors, parlons de ce que propose la France, puisqu'elle est en train de chapeauter bien sûr ces réformes annoncées du franc CFA. Monsieur Jonathan Batengene, on parle entre autres bien sûr du changement du nom, à la mise en place d'une nouvelle politique de change. Et de l'autre côté, il y a aussi cette réforme qui vise à quitter la parité fixe avec l'euro pour une option intermédiaire. Quel est le regard que vous pouvez jeter sur ces deux réformes-là qui sont annoncées, c'est-à-dire quitter la parité fixe avec l'euro aujourd'hui, quand on prend comparativement au franc CFA, et de l'autre côté, changer le nom? Ça, c'est une nouvelle réforme. Justement. Au sortir du colloque qui s'est récemment tenu du côté de Libreville au Gabon. Ça, c'est la nouvelle réforme. Parce que, oui, la sortie de la parité avec l'euro, oui, mais la garantie de convertibilité par la France persiste. Parce que la sortie de la parité avec l'euro, c'est un élément fondamental qui permet à la monnaie d'être adossée sur un panier de monnaie. Oui. Cependant, il y a l'autre, la garantie de convertibilité reste adossée sur la France. Parce que c'est un des éléments, parce que ce colloque va en continuité de celui de 2021, de 2019, et avec les éléments de 2021 qui ont été intégrés. Donc, on avait cet écho, parce qu'ils avaient parlé de changer de nom. Il y avait 5 points phares, il y avait changé le nom, il y avait la suppression de la présence d'un représentant français au
au conseil d'administration de la Banque centrale. Mais ça, c'est pour la BCEAO. Et le même mécanisme avait été proposé en Afrique centrale. Et c'est bien parce que M. Cheilou a bien fait de signaler l'existence des deux pôles qui ont certes le même acronyme, CFA, mais qui n'ont pas la même signification. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est la communauté financière d'Afrique. Franc de la communauté financière d'Afrique. Au niveau de l'Afrique centrale, c'est le franc de la coopération financière d'Afrique centrale. C'est différent les deux. Et vous allez remarquer qu'il y a un différentiel. Lorsque vous avez 1000 francs CFA en Afrique centrale, que vous arrivez dans un aéroport d'Afrique de l'Ouest pour le changer, on vous donne 900 francs CFA. Et quand vous avez 1000 francs CFA d'Afrique de l'Ouest, que vous voulez changer, vous avez un surplus au niveau des aéroports en Afrique centrale. Donc, il y a même l'un des francs CFA est bien supérieur à l'autre. Ce qui est déjà inconcevable d'entrée. Pour une monnaie qui dit être dans une communauté. Donc, il y a déjà ça. L'un des éléments, c'était d'enlever donc le représentant français dans l'organe de comité directeur. Eh bien, cet élément est important, sauf que ce n'est pas une demande et ce n'est pas une concession de la France. C'est un droit quand on parle de souveraineté. La France déclare qu'elle est le bas monnaie et que la part des monnaies battues, c'est-à-dire produits à chamalière, c'est de 22,6% pour l'Afrique de l'Ouest et 22,4% pour l'Afrique centrale. Et elle dit que c'est minime quant à la quantité monétaire, quant à la valeur monétaire réelle qui circule dans les banques commerciales d'Afrique, des deux communautés. C'est une réalité. Parce qu'une grosse partie de l'argent est numérique. Une grosse partie de notre argent est numérique. Votre compte bancaire, par exemple, c'est numérique. C'est pas de l'argent physique toujours dans les tiroirs. Il y a parfois une valeur déclarée d'avoir dans la banque qui est supérieure à ce qu'il y a dans les coffres de la banque. Donc c'est réel à ce niveau. Sauf que la garantie de convertibilité, le compte des opérations au Trésor de France sont restés des réalités jusqu'à une époque proche. Aujourd'hui encore, il y a tout un combat. Quand le Mali sort, quand le Mali est mis sous embargo, l'un des éléments qui a filtré dans les discussions avec les hauts responsables de l'UMOA, c'est que le Mali arrêtait de procéder à la convertibilité de ces échanges au niveau des mécanismes de la BCEAO. Et donc, la France considérait que c'était une attaque véritable à son droit de regard à partir du Trésor. Parce que lorsque vous vendez les matières premières, vous devez déclarer au Trésor de France la quantité les quantités vendues et ils doivent procéder à une comptabilité, à une harmonisation de la comptabilité. C'est quand même un peu bizarre. Parce que si votre monnaie, si votre porte-monnaie est détenue par quelqu'un d'autre, ça veut dire que ce quelqu'un d'autre détient en fait votre pouvoir d'achat. Effectivement. Et nous parlions de 47%. Eh bien, nous avons les chiffres exacts. Le budget de France, par exemple, l'année dernière, était de 355 milliards d'euros. Si vous prenez 355 milliards d'euros, vous faites 47%, vous êtes autour de 146 milliards. Et si vous prenez les 146 milliards que vous divisez par 14 pays, vous êtes autour de 7,9
que vous prenez 146 milliards, vous multipliez par 666, 666 francs, vous êtes autour de... Vous avez au moins une valeur en milliers de milliards, en plus de centaines de milliards. Et lorsque vous ramenez cela en de milliers de milliards, et quand vous ramenez cela par 14 pays, vous avez l'équivalent de près de 8 000 milliards par pays d'Afrique. C'est-à-dire que si cette valeur, parce que cette valeur 47%, c'est des chiffres que nous avons obtenus de personnalités également qui sont très introduites, qui connaissent bien la valeur des avoirs africains au Trésor de France. Alors, ça veut dire que la France retient 8 000 milliards. C'est plus que le budget de l'État du Cameroun cette année. Du moins plus grand que le budget du Cameroun depuis toutes ces 10 dernières années. Ça veut dire que le Cameroun s'est fait voler 8 000 milliards chaque fois, au moins. Ça, c'est ce qui peut être connu. Et ça, si vous étendez ça aux 14 pays, vous comprenez que quand on dit souvent à ces pays qu'on les aide par des financements de projets, en fait, c'est encore une autre arnaque parce qu'on leur prête de l'argent qui leur revient de droit. Les réformes du franc CFA, telles que nous sommes en train de les envisager, vous comprenez qu'elles sont en fait un cache-sexe qui trahit tout un vol, un banditisme organisé et systématisé à partir des mécanismes de la coopération financière. Et je vous propose qu'on revienne à vous juste après ce téléspectateur. Jonathan Bateguena me fait d'ailleurs savoir qu'il est en ligne depuis plusieurs minutes maintenant. Il s'agit de Jean Fatoumou qui voudrait également réagir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, monsieur, bienvenue. Jean Fatoumou, nous vous recevons. Jean... Ouais, allez-y, nous vous recevons. Vous me recevez? Oui, parfaitement, allez-y. Ok, j'ai dit bien bonjour à vos invités, aux techniciens, bonjour à Jonathan, bonjour à Thierry Helou, Laos. Ouais. Bonjour, le thème d'aujourd'hui est d'une importance capitale et on ne va pas finir de le dire. Il y a beaucoup d'experts dans ce domaine et qui apportent toujours leur qualification, mais qu'est-ce qui pose problème et que nous n'arrivons pas à avancer? Voilà les questions qu'il faut se poser. Nos intellectuels sont corrompus. Quand je dis intellectuels, ceux qui prétendent défendre leur pays ou bien leur continent sont corrompus par la France, par ses alliés, les Américains. Oui, merci pour Thierry Helou qui a fait mention du premier président démocratiquement élu, assassiné par la France, par le commandant Georges Métrier, français, ramené du Cameroun au Togo par Olympio, innocemment, pensant qu'il va réformer son armée. Parce que Olympio, c'est vrai, Olympio s'est défendu en tant qu'intellectuel, en tant que connaisseur. Il n'était pas renversé devant ce soi-disant européen. Il a défendu le Togo jusqu'à obtenir l'indépendance de son petit pays. Le Togo n'est plus que ça. Aujourd'hui, il y a un parti qui est parti au Ghana. Il s'est battu pour que cette partie reste pour au moins la dignité de ces hommes qui résidaient dans ce terrain. Donc il réclamait l'indépendance. C'est l'Allemagne qui avait, plutôt l'Allemagne qui était soi-disant colonisateur du Togo. Mais après la guerre, on a basculé tout ça. Et la France barbare est venue désorganiser tout. C'est dans ce truc-là que s'était battu pour avoir l'indépendance du Togo. Et quand on dit indépendance, il a compris en tant qu'économiste, en tant que celui qui a étudié le système monétaire international. Il voulait déjà ériger son pays en tant que grand pays, parce que le pays reflète celui qui le dirige. Et voilà, la France l'a assassiné. Parce que quand il disait indépendance, après avoir obtenu cela, il voulait frapper sa monnaie, comme Thierry Helou l'a dit tout à l'heure. Il voulait frapper sa monnaie pour pouvoir savoir manœuvrer l'équilibre de ce qu'on sort sur le marché international. Mais, qu'est-ce que De Gaulle a fait? Parce que De Gaulle a un plan.
était caché aux Africains, à ces Félix Houphouët-Boigny Senghor et ses consorts. Le plan c'était quoi? Dominer, continuer l'esclavage d'une façon fraîche, cachée. On a assassiné Sylvain Solepieux à cause de cela, parce qu'il voulait frapper la monnaie. Il voulait vraiment la vraie indépendance de son pays. Et depuis lors, nous avons vu, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la France qui pille, déchire, viole nos terres, nos pays, nos économies et tout, notre dignité, même notre dignité humaine. Et pourtant, on s'assoit, on parle, sans pouvoir répondre à ces soi-disant Français, ces consorts qui défendent leur barbarie, sans pouvoir leur répondre en tant qu'égal, C'est pourquoi ils disent qu'ils sont corrompus. On leur propose des milliards, on leur propose d'aller en Amérique, on leur propose d'avoir des comptes partout, et ils se taisent. Le cas de Numbupo, ce Togolais qui s'est défendu, qui a dit non, que ça suffit, c'est la servitude monétaire qui est le franc CFA. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Quand on l'a chassé de leur truc, de leur club maçonnique, pas maçonnique, de leur club, c'est pas quoi là, et il continuait pas à parler, on l'a ramené maintenant à la francophonie, et il devient encore défendeur de la France. Il se tait, il explique d'une façon. Ces gens-là sont, c'est parce qu'ils laisseront pour leur pays. Alors, nous revenons pour dire que ceux qui prennent le débat pour parler, avec soi-disant autorité française qu'on sort, parler à égal. N'ayez pas la bouche, n'ayez pas la tête baissée. Intellectuel réagit selon ses capacités. Et vous avez la capacité, la potentialité. Le français doit partir. On parle de réforme. Ça n'a pas de sens. Justement, ça n'a pas de sens. C'est encore une autre manipulation, une insulte à l'intelligence humaine africaine. Vous devez dire non. Non à la France. Quel droit la France a pour avoir un regard dans nos économies, dans nos vies, dans nos vies intimes? Pourquoi? Pourquoi cela continue? On s'assoit sur le plateau pour menacer. Pourquoi? Répondez à la France. Chassez la France dans toutes vos institutions. Dans toute l'Afrique, chassez la France. Au Togo, Bénin, chassez la France. En Côte d'Ivoire, chassez la France. Ce pays barbare, maudit, qui ne fait que boire le sang des Africains à travers ces minuscules pièges. Ça suffit. Vous êtes éclairés, assez éclairés. Répondez à cette obscurité qui vous envahit. Nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse. Merci à vous, Jean Sapolo, pour cette réaction, surtout ce coup de gueule. Et je vais vous retrouver parce que je le sais, Jonathan Batenguene, vous vouliez justement réagir à la suite de Jean Sapolo. Mais je voudrais que M. Che Elou-Lawson également nous édifie sur une question qu'a posée le téléspectateur. Alors, ça fait plusieurs années, M. Che Elou-Lawson, que la question autour, bien sûr, du franc CFA persiste. La sortie est d'ailleurs envisagée depuis pas mal d'années maintenant. Ben, ça coince quelque part. Les avis sont partagés entre ceux qui estiment qu'on devrait plutôt adopter ces réformes proposées aujourd'hui par Paris et d'autres qui pensent clairement qu'on devrait bâtir une monnaie qui nous est propre. Alors, à quel niveau ça coince exactement, M. Che Elou-Lawson? Bon, d'abord, je voudrais saluer notre camarade téléspectateur. Je crois qu'il a posé vraiment les points sur les i. Oui. Cette question de l'assassinat du président Sylvanus Olympio et qui a plongé le Togo dans une dictature qui dure 60 ans n'est pas très connue et beaucoup ne savent pas qu'à la base c'est parce que Sylvanus Olympio s'est opposé à cette union monétaire qui était un levier de contrôle, d'exploitation, un levier d'asservissement des pays francophones qui réclamaient leur indépendance. 60 ans plus tard, nous avons une dictature monarchique de père en fils qui continue par tuer, blesser et emprisonner les Togolais. Tout au début de l'émission, mon collègue parlait de la prisonnière en Côte d'Ivoire. Il faut aussi rappeler qu'au Togo, il y a plus de 120 prisonniers aujourd'hui qui copient dans les géoles du Togo. Et que c'est un pays fermé, une dictature monarchique qui tue, qui blesse ses concitoyens. Et tout est parti, il y a 60 ans,
justement de la volonté de la France de dégager un leader africain qui avait une vision pour son pays, qui avait un plan de développement et qui avait des choix judicieux pour le bien-être. Alors, faire le choix d'une dictature monarchique qui assassine, qui blesse, qui appauvrit, et que les Africains n'ont d'autre choix que de fuir leur pays, de s'exiler ou d'aller mourir en Méditerranée, et au même moment, on ferme les frontières et on traite les Africains de pauvres, et avec tout le racisme ou toute la connotation de racisme que ça véhicule dans le monde entier sur la race noire, je crois que c'est faire preuve de méchanceté. Et c'est pourquoi l'intervention des Italiens qui n'en pouvaient plus, parce que l'Europe est liée par la loi de Dublin, qui n'accepte pas que les Africains viennent mourir à leur côte, alors que la France, qui a mis en place ce système d'exploitation et de sous-développement, continue par fermer sa frontière, laisser toute la charge migratoire sur l'Italie. C'est pourquoi les Italiens, de plus en plus, dénoncent ce franc CFA, qui est la base de tous les maux du développement, en tout cas du sous-développement en Afrique. Alors, pour revenir à la question que vous avez posée, pourquoi ça coince? Ça coince tout simplement parce que la France a réussi à créer ce qu'on appelle des mécanismes à travers les organisations régionales et sous-régionales de contrôle, n'est-ce pas, du front de son pouvoir impérialiste. Et c'est pas seulement la France, c'est tous les Occidentaux. Vous voyez par exemple que quand on parlait de la CEDEAO, la CEDEAO, qui est une structure des Africains, des pays de l'Afrique de l'Ouest, est manipulée, contrôlée par la France de chefs d'État. Ces chefs d'État imposés aux pays africains. Et on remarque la même chose au niveau de l'Union africaine. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a du terrorisme dans le Sahel, voyez-vous, donc tout est fait pour bloquer. Et au niveau, par exemple, de la BCEAO, et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, avant, c'était le Conseil des ministres de la zone Milieu-Moa qui définissait ce qu'on appelle la politique économique. Mais à un moment donné, la BCEAO a réclamé son indépendance et a créé des comités internes. Et c'est ces comités internes qui définissent la politique indépendamment des pays. Donc, ils subissent la politique monétaire de la BCEAO. Et la BCEAO, dans ce comité-là, il y a un représentant français. Autrement dit, du Trésor français. Donc, cette politique économique est définie depuis Paris, finalement. Et comment vous voulez qu'il y a des évolutions, des réformes, si au sein de nos institutions, ces institutions sont contrôlées justement par Paris. Alors, de quoi s'agit-il? Ce que propose aujourd'hui Macron, en réalité, c'est que de la cosmétique, puisque rien ne va changer. Je dirais, c'est un changement symbolique. C'est des changements, je dirais, assez psychologiques en réalité. Et c'est là où on se moque de l'intelligence des Africains. On pense qu'on est plus intelligent, plus malin, et qu'il suffit seulement parce que de plus en plus, il y a une révolte citoyenne en Afrique et que la jeunesse africaine n'est plus prête à accepter ces outils d'asservissement. Et bien, on se dit, bon, enfin, jouons un peu le jeu, déplaçons quelques pions et faites-les croire que les choses vont changer. Mais en réalité, c'est du réchauffé. Rien ne change fondamentalement. Rappelons que cette monnaie, qui a été créée en 1945, le franc CFA, est arrimée à l'euro. Vous voyez? Donc, la parité fixe avec l'euro demeure. Cette parité, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça garantit les investissements étrangers. Donc, quand vous êtes une firme française et que vous voulez faire affaire en Côte d'Ivoire, au Togo, etc., cette parité fixe vous garantit, n'est-ce pas, votre investissement tout simplement. Et ça aussi garantit la stabilité des prix pour ces entreprises étrangères. En réalité, c'est un outil
économique à la disposition des entreprises étrangères, et essentiellement françaises. Regardons le rapport de la Banque de France. La Banque de France nous dit que le taux d'inflation dans la zone UEMOA est de 0,6%. Les gens ont applaudi pour dire ça veut dire que l'inflation est contrôlée. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne font pas de différence entre une inflation faible et une déflation. C'est quoi la différence? La déflation, c'est quand le taux d'intérêt, le taux d'inflation est extrêmement bas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les gens ne consomment plus parce qu'ils sont pauvres. Et donc, puisque les gens ne consomment plus, ils sont pauvres, ils vont au magasin, ils voient les prix, ils les regardent, mais ils ne peuvent pas acheter. Alors, quand ils ne peuvent pas acheter, ça veut dire que il n'y a pas de consommation. Et quand il n'y a pas de consommation, ça veut dire que les entreprises qui produisent ne peuvent pas vendre. Et s'ils ne peuvent pas vendre, vous voyez que c'est un cercle, c'est un cycle. S'ils ne peuvent pas vendre, c'est qu'ils ne peuvent pas recruter, ils ne peuvent pas investir. Vous voyez, il y a une formule célèbre en économie de Keynes qui dit que le revenu, c'est la consommation incompressible plus tout ce que vous avez comme différentiel de votre revenu. Et donc, quand vous ne consommez pas, l'entreprise ne peut pas vendre. Et si l'entreprise ne peut pas vendre, il ne peut plus produire. Et s'il ne produit pas, il ne peut pas recruter. Donc, il y a le taux de chômage qui va être très élevé. Et s'il ne produit pas, les prix vont toujours baisser. Et c'est ça la déflation. Vous voyez? Donc, dans la zone, ça devait être 2%, mais c'est 0,6%. Et donc, les gens sont de plus en plus pauvres. Les gens sont de plus en plus pauvres et dans cette zone. Et tout simplement parce que nous avons une monnaie forte, parce qu'il est arrimé à l'euro. Et quand les gens évoquent... Monsieur Tchéhelou, oui. Vous avez parlé tout à l'heure de cette parité fixe aujourd'hui avec l'euro, notamment dans ces nouvelles réformes qui sont annoncées. Il est notamment prévu de quitter cette parité fixe aujourd'hui. Vous pensez que le fait de quitter la parité fixe avec l'euro pourrait changer la donne? Absolument. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que la parité n'est pas fixe. En ce sens que l'euro fluctue par rapport aux autres monnaies, par rapport au dollar, au yen. Vous voyez, l'euro fluctue par rapport à un certain nombre de paniers de devises. Et donc, quand l'euro monte, puisque le franc CFA a une parité fixe avec l'euro, bien évidemment que le franc CFA aussi s'apprécie. Donc, en réalité, c'est par rapport à l'euro qui a cette parité, mais ce n'est pas une monnaie fixe, c'est une monnaie qui subit les fluctuations des coûts mondiaux. Et donc, nous sommes dans une zone économique qui est tributaire des situations, des conjectures d'une autre zone. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous croyez être à l'abri, mais tout ce qui se passe à l'extérieur a une conséquence directe sur vous. C'est ce que nous subissons, alors que nous sommes, la plupart, les pays africains sont des pays pauvres, mais en même temps, ils subissent les coûts et les fluctuations de la zone euro. Et c'est pourquoi quitter cette parité et pouvoir arrimer la nouvelle monnaie à ce qu'on appelle un panier de devises, qui peut être par exemple le dollar, le yen, la monnaie chinoise, la livre sterling, un certain nombre de paniers, et en fonction de ça, définir, avoir le contrôle de sa politique monétaire en fonction de ses agrégats macroéconomiques et pour pouvoir avoir le contrôle sur son économie. L'autre chose qui est je dirais, un subterfuge, oui, c'est que le Trésor français garantit genre d'assurance
quand vous donnez, quand vous émettez 1 franc CFA, vous devez donner 20 centimes en termes de garantie. Autrement dit, il vous garantit 20%. Le problème, c'est que quand vous avez besoin d'une émission monétaire, il y a une clause qu'on appelle la clause de ratissage. C'est-à-dire que vous devez, en tant que pays de la zone franc CFA, aller chercher d'abord la monnaie au niveau de vos banques commerciales, au niveau des privés, au niveau de la FMI, de la Banque mondiale. Vous devez ratisser là, à tous ces niveaux-là, avant de venir auprès de votre assureur, qui est l'État français, qui est le Trésor français, pour pouvoir demander une augmentation de votre masse monétaire. Voyez-vous? Donc, on vous garantit, mais en réalité, on ne vous garantit pas. Et même, ce qui est encore gravissime, c'est que sur les 20%, les pays, la BCEAO impose aux pays de sa zone d'avoir une garantie de 110%. Autrement dit, le Trésor, votre assurance vous dit 20%, mais la BCEAO vous dit 110%. Donc, c'est des mécanismes qui font en sorte que l'assurance, que l'assurance en réalité qui nous est garantie à travers le Trésor français est de la chimère. Encore que c'est la France qui frappe, qui émet le franc CFA à chamelière. Et donc, c'est lui qui a le contrôle même de la masse monétaire. Vous voyez, c'est comme si il décide, vous vendez sur le marché international parce que vous avez les matières premières et vous vendez en dollars, on vous paie en dollars, mais cet argent va en France et la France tourne le dos, il va à la cour arrière, il met sa planche à billets, il vous fabrique du franc CFA, il vous le donne. Et il garde les dollars. Voilà, 50% sur les comptes d'opération qu'il va remettre sur des marchés financiers pour que, même si c'est 1% de taux d'intérêt, vous imaginez que quand vous placez cet argent sur des marchés financiers, quel profit vous faites. Et ça, c'est ce qui supporte votre propre économie, votre propre budget. Voyez-vous? Et quand un pays africain arrive et demande un prêt, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le compte d'opération. Nous allons revenir sur vous. Notre signal a été... Vous le prêtez à un autre pays africain. Donc, vous prenez l'argent d'un pays africain, vous le prêtez à un autre pays africain et vous êtes tranquille. Bref, c'est un système très juteux. Il faut avouer, de leur côté, c'est très, comment on l'appelle, très intelligent, oui, très économiquement efficace pour eux, mais de notre côté, eh bien, le franc CFA, économiquement, c'est inefficace, politiquement, c'est injuste et illégitime, et socialement, c'est absolument, je dirais, ça crée le sous-développement et la pauvreté. Et c'est pourquoi nous pensons que... En quelques secondes, monsieur Lawson, parce que nous allons évoquer un tout autre aspect. Allez-y, en quelques secondes, pour chuter. Ok, pour dire que il y a un ouvrage important de tout à l'heure, le téléspectateur l'a évoqué, de Kakugo Pouko, oui, qui a été, je dirais, lancé à l'édition La Dispute, qui est intitulé Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA. Donc, je conseille cet ouvrage aux téléspectateurs qui veulent davantage approfondir là-dessus. Je terminerai pour évoquer 3 éléments rapidement. La faiblesse des échanges. Le franc CFA crée la faiblesse des échanges entre les pays africains, puisque chacun pays exportateur des matières premières qui ne transforme pas, et donc on n'échange pas entre nous. Donc on échange avec l'extérieur. Le comporte comme une c'est sur les exportations et une subvention sur les importations. Vous voyez? Et donc, ça ne crée pas la compétitivité nécessaire pour que nos entreprises puissent se développer. Et quand les entreprises ne se développent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas
de recrutement, donc le chômage va être très élevé, et à la fin de la journée, nous sommes dans un cercle vicieux, on ne peut que végéter dans la dette, et avec tous les souffrances que nous voyons du point de vue social et dans les pays africains. Et donc c'est vraiment dommage, c'est un réel débat, et qui, si on veut assurer l'avenir de l'Afrique et des Africains, je crois qu'il va commencer par prendre de ce bout économique de réflexion fondamentalement sur la monnaie. Merci à vous, monsieur chez Elou Lawson. Alors, monsieur Batenguena, on se rend quand même compte, au regard de ce que relève monsieur chez Elou, que les États africains aujourd'hui veulent sortir du franc CFA. La volonté est manifestée depuis pas mal d'années, mais des avis restent jusqu'ici partagés. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que certains estiment qu'on doit impérativement, bien sûr, se retourner vers ces réformes-là qui sont annoncées et prônées par Paris, et que d'autres, notamment les sociétés civiles africaines, elles prônent la création d'une monnaie? Comment expliquer ces avis qui sont partagés aujourd'hui? On a deux paliers de la société africaine qui aujourd'hui sont en contradiction. On a le palier des élites compradores, celle-là qui mouille dans les réseaux de corruption internationale, celle qui a accès aux postes de hauts fonctionnaires dans les institutions internationales, qui sont des mécanismes, et nous l'avons déjà expliqué, de cooptation et de légitimation de la domination occidentale. Ces élites-là, vous les retrouvez dans les postes juteux. Justement, c'est ce qui fait de l'élite comprador, les postes juteux des mécanismes du franc CFA. C'est par exemple ceux qui sont actuellement dans les institutions de coopération financière et ceux qui dans les ministères travaillent à cette coopération et qui sont constamment sollicités par Paris et entretenus dans des réseaux qui leur permettent soit d'avoir des perspectives de carrière assez bien élaguées et des avantages en matière de rémunération qui leur laissent croire qu'ils sont plus ou moins déjà des élites de la métropole, en fait des élites du grand capitalisme. Et de l'autre côté, vous avez les sociétés civiles africaines, vous avez les peuples africains qui subissent cet impérialisme monétaire, qui constatent que les centres de décision monétaire ayant été déplacés en Occident, ça ne permet pas d'avoir des politiques monétaires tout à fait autonomes. Or, notez-le, depuis 2001, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies considère la souveraineté monétaire comme étant un pilier du développement économique. Ça veut dire que dans les droits économiques, la souveraineté monétaire est comprise comme étant un droit de l'homme. Donc, nos États sont victimes d'une violation des droits de l'homme, au sens occidental du terme. Tout simplement. Mais comment on peut continuer à autant violer les droits de l'homme et les droits des Africains? C'est tout à fait aberrant. Il y a un autre élément, c'est que les sociétés civiles panafricaines et les intellectuels panafricains qui ont commencé ce combat avec les chefs d'État, c'était d'abord dans une certaine élite éclairée. On se souvient des travaux de Tchundjian Poemi en 1981, Monnaie et servitude. C'était des travaux inauguraux qui montraient que la monnaie était utilisée à des fins d'impérialisme. Il y a eu ce travail que M. Ché a présenté tout à l'heure. Il y a d'autres travaux. Il y a le professeur Agbo qui a travaillé sur les questions monétaires et qui montre vraiment que le CFA est une monnaie nazie, une monnaie d'abrutissement, une monnaie d'assujettissement. On a eu des initiatives et notre frère Sakponou a parlé des initiatives qui manquent, mais les initiatives ont été réalisées. On se souvient de Sékou Touré qui a tenté avec le franc guinéen et qui a buté sur un complot de déstabilisation monté par la junte française et qui a finalement abouti à l'assassinat de Sékou Touré. Il y a également Chris Olympio qui a tenté des initiatives au plan politique et on a vu que ça a débouché sur un assassinat. Il y a même au Cameroun, les gens ne le disent pas assez, dans les années 90, le président Paul Biya qui était dans une dynamique
de création d'une monnaie et qui a voulu travailler avec le président du Sénégal. C'est pourquoi le Sénégal est resté un pays un peu particulier dans la lutte de libération en Afrique. Donc, il a voulu travailler et c'est le président sénégalais qui aurait fait des révélations au président Mitterrand, ce qui aurait davantage amené Paul Biya à rester isolé, ou du moins à prendre cette posture assez particulière qui fait qu'il n'assiste pas aux sommets internationaux. Et il y a le dernier, allez-y. Muammar Kadhafi, le guide. Les États-Unis, lorsqu'ils ont appris que le guide Muammar Kadhafi allait constituer une monnaie pour l'ensemble du continent et qu'il comptait adosser cette monnaie sur l'or, parce que tout à l'heure, notre frère Cheikh, il a dit que quand c'est adossé sur un panier de monnaie, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais les fluctuations, lorsque c'est adossé sur un panier de monnaie, les fluctuations des autres monnaies ont un gros impact sur notre monnaie. Et moi, j'ai vécu un peu ça quand j'étais au Nigeria. Ils ont leur naira qui est adossé sur un panier de monnaie. Et quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas quelle est la valeur du naira. Vous devez vous renseigner. Donc ça varie en permanence en fonction de la fluctuation de l'autre côté. Au Nigeria, quand vous avez sur vous, parce que quand vous arrivez au Nigeria, vos francs CFA, vous les changez en monnaie étrangère. Soit en euros, soit en dollars, soit en livres sterling. Et quand vous avez cette monnaie sur vous, c'est cette monnaie que vous changez constamment pour avoir des naira. Ou bien vous allez acheter des choses, mais quand vous achetez, vous devez connaître le cours du naira par rapport à la monnaie que vous utilisez. Donc, ce mécanisme est aussi un peu trop fluctuant pour permettre. Par contre, en interne, on a besoin d'une certaine stabilité. C'est pourquoi le mécanisme inventé par les BRICS semble être un mécanisme, ce n'est pas inventé, mais le mécanisme qui est préconisé par les BRICS, c'est un mécanisme qui semble beaucoup plus sûr parce que on adosse les échanges internationaux sur de l'or. On achète avec de l'or. Ça permet aux ça permet aux États d'avoir une certaine assurance vis-à-vis de la stabilité de la monnaie en interne et puis au niveau international de savoir comment travailler avec les autres monnaies qui fluctuent également, parce que le marché international il dépend de beaucoup d'autres choses. Or le marché interne n'a pas besoin de cette flottabilité là. Donc on peut se prémunir de cela et utiliser le mécanisme des BRICS. Et c'est ce que le guide Muammar Kadhafi voulait faire. C'est pourquoi il avait préconisé 128 tonnes d'or pour garantir la nouvelle monnaie africaine. Et le guide Muammar Kadhafi a été assassiné dans ce projet. Mais nous disons une chose. Les indépendantistes africains, les nationalistes africains ont été tués. Beaucoup ont été tués. Mais le combat n'est pas mort. C'est le patriarche Ndesimo, qui est un grand panafricaniste, qui dit souvent on peut tuer le révolutionnaire, mais on ne peut pas tuer la révolution. Donc, la révolution est toujours en marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les États actuels qui ont déjà réalisé leur émancipation reviennent au projet panafricaniste, qui est celui que Kadhafi avait laissé. C'est la création d'une zone monétaire commune. Et actuellement, le pays qui semble le plus avancé, ou bien les pays qui semblent les plus avancés, ils sont frontaliers. Il y a l'Algérie, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée-Conakry et peut-être la Mauritanie. Avec ces pays, ils peuvent créer une zone monétaire, même si l'Algérie, pour l'instant, peut, pour des raisons de pratique, je ne sais pas trop, pour des raisons stratégiques, ne pas adhérer. Ces trois pays que nous avons cités, Guinée-Conakry, Mali et Burkina Faso, peuvent s'entendre et créer une monnaie commune. Cette monnaie commune peut être le socle, le point de départ d'une nouvelle monnaie commune qui devra être utilisée par d'autres pays. Il y a également le projet qui est actuellement en cours en Afrique centrale avec le projet de fusion des deux entités sous-régionales, c'est-à-dire la CEMAC avec ses 6 États et la CEAC avec la CEAC avec ses 11 États. Il y a un projet de fusion qui devra déboucher à terme sur la création d'une nouvelle monnaie. Ces projets-là, par contre, semblent être un projet. Ce projet-là, par contre, semble être un projet qui doit connaître un coup d'accélération. Il faut que les chefs d'État de l'Afrique centrale lui donnent un coup d'accélérateur. Et nous comprenons pourquoi les Occidentaux mettent encore du feu aux poudres au niveau des Grands Lacs, parce qu'ils ne veulent pas d'un Congo stable, qui pourrait être le point, qui pourrait être
un élément tout à fait décupleur dans le cadre de ces négociations-là. Ils veulent qu'il y ait toujours ce boulot, ce goulot d'étranglement qu'est la RDC, que l'on soit toujours en train de parler de la guerre à l'est de la RDC, au lieu que de parler de la fusion des deux grandes zones. Et nous le répétons encore, les deux grandes organisations qui sont en fusion actuellement, dont la fusion est annoncée, pour la création d'une nouvelle monnaie, c'est l'enjeu majeur de l'Afrique dans les années à venir. C'est le plus grand réservoir, et il n'est pas exclu que cela soit du monde, mais le plus grand réservoir d'hydrocarbures en Afrique. Ça pourrait l'être dans le monde. Donc cette zone-là, dès qu'elle aura sa monnaie également, ça pourrait être un point de départ. Ce qui est sûr, si le Mali, la Guinée et le Burkina prennent les devants, il n'est pas exclu qu'à terme, les pays d'Afrique centrale comme le Centrafrique, le Cameroun plus tard, ou bien d'autres pays, ça rime à la nouvelle monnaie qu'on va adopter les Maliens. Nous savons que les Maliens sont très avancés. D'ailleurs, ils ont annoncé que c'est pour bientôt leur nouvelle monnaie. Merci à vous, M. Jonathan Batengene. Nous sommes d'ailleurs arrivés au terme de cette émission. Merci également à vous, M. Che Elou Laosson, pour votre contribution, mais surtout pour vos différentes analyses. Merci à vous et surtout, bon après-midi de ce côté, on le dit, décalage horaire oblige du côté du Canada. Merci à vous. Merci à M. Che Elou Laosson, merci à vous, M. Jonathan Batengene. C'est un plaisir de vous avoir en soirée, chaque jour, au quotidien, sur les antennes de For You Media. Merci à vous d'avoir été nombreux à l'écoute, bien sûr, de cette édition, une nouvelle édition du point sur l'actualité sur les antennes de For You Media Africa. Dans quelques minutes seulement, Begoudé Madonna s'installera dans le cadre de la grande édition du journal sur ces mêmes antennes. Portez-vous bien, bye bye et à demain.